Ça ne rate pas l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre le numéro de ce 18e jour du mois de septembre de l'année 2025. Le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost exprime son inquiétude face à la poursuite des combats entre l'armée congolaise et le mouvement politico-militaire AF23 malgré la mesure de cessez-le-feu décrétée à Doha et Washington. Ces diplomates belges restent convaincus que la consolidation d'un projet de dialogue s'avère indispensable pour résoudre la crise à l'est du pays. Suivons ici les explications. Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, a réaffirmé mardi 16 septembre 2025 l'importance d'un dialogue national consolidé pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Les affrontements font rage sur toutes les lignes de front dans les provinces du Nord et du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, le ministre belge a également exprimé sa déception face à cette évolution de la situation sur le terrain malgré les accords signés il y a quelques semaines. Après les signatures des accords, nous étions tous bercés par l'espoir que la situation allait conduire à un cessez-le-feu et à une solution d'apaisement. Il n'en est rien et plus que jamais, la situation sur le terrain est bien plus que dramatique encore qu'au moment de la signature de ces engagements, a-t-il déclaré. Pour arriver à une solution à la crise qui ravage l'Est de la RDC, les diplomates belges se rangent derrière l'idée donnée au départ par les confessions religieuses et par la suite appuyée par une tranche de la classe politique congolaise. Il n'y aura pas une solution unique, mais la consolidation d'un projet de dialogue national m'apparaît indispensable. Je l'ai dit à plusieurs reprises à Félix Tshisekedi, insiste Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères. Ces propos interviennent dans un contexte de tensions persistantes en RDC où les efforts diplomatiques peinent à instaurer une paix durable. Maxime Prévost appelle à une mobilisation accrue des acteurs nationaux et internationaux pour soutenir un processus de dialogue inclusif, seul moyen, selon lui, de parvenir à une stabilité pérenne. Le gouvernement belge réaffirme son engagement aux côtés de la RDC pour favoriser la paix et la sécurité dans la région, tout en insistant sur la nécessité d'un dialogue sincère et constructif entre toutes les parties concernées. La République démocratique du Congo, reconnue par la Banque mondiale comme un modèle de réussite, a été représentée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Ebo au Forum mondial de coalition de réformes à Washington. Devant plus de 2000 participants, il a partagé l'expérience congolaise sur les réformes de l'administration publique, soulignant ainsi l'importance de l'appropriation par le fonctionnaire. Son intervention a été saluée, consacrant le modèle congolais comme une référence internationale en matière de transformation administrative. Suivez. De remercier la Banque mondiale d'avoir fait l'honneur de nous associer à cette grande messe d'intelligence parce qu'il n'y a pas d'action forte sur le plan public sans réflexion. Et il n'y a pas non plus d'action efficace sur le plan de la gouvernance publique sans échange d'expérience entre États. Parce que le monde est devenu comme un gros village où les gens sont interdépendants et c'est très important d'être là pour partager ces expériences. Et je souligne aussi que l'idée de notoriété publique, il n'y a pas un seul gouvernement qui peut prétendre implémenter une politique publique de façon réussie sans disposer d'une administration publique efficace et responsable. Or, les gouvernements, de manière générale, de par le monde, beaucoup de pays, c'est le cas en tout cas du mien, la RDC, les politiques ont eux-mêmes, de façon permanente, mis en faillite leur administration, avec une surpolitisation de comportement et une façon permanente de prendre les prérogatives de l'administration publique, ce qui a fini par les affaiblir au fur et à mesure. Pour ce qui concerne la RDC, nous avons une expérience qui nous a donc permis d'abord de faire en sorte que nous puissions redonner de la confiance aux fonctionnaires, essayer de rendre le pouvoir en quelque sorte aux fonctionnaires à travers le dialogue. Vous avez parlé de l'identification numérique des fonctionnaires, mais il faut dire ici que nous étions quand même dans
dans une situation de faillite administrative qui était générale sur tout le plan, et nous avions des défis à relever qui étaient des défis colossaux. On était en face d'une administration qui ne savait pas tenir un fichier fiable des fonctionnaires, où la retraite était bloquée depuis 40 ans, où le rajeunissement était devenu hypothétique, où le service devait être réorganisé, où la qualité même du service public avait un problème et où le papier occupait en réalité plus de place que les hommes dans le bureau. Donc il fallait absolument dématérialiser. Alors nous avons commencé par ces processus de numérisation pour essayer effectivement de doter le pays d'un fichier de référence de l'administration publique en parcourant tous les territoires de la RDC. C'était un travail difficile pour pouvoir constituer ces fichiers de référence de l'administration publique en utilisant le numérique, en dotant chaque fonctionnaire d'une carte de fonctionnaire, faisant en sorte que nous puissions savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Alors, c'est aussi une expérience qui nous a permis, bien sûr, de bénéficier de l'accompagnement de la Banque mondiale de façon optimale, en faisant en sorte que, finalement, les fonctionnaires qui sont identifiés puissent avoir un rôle précis à jouer au sein de l'administration publique. Et la Banque mondiale, je le rappelle, a eu à accompagner plusieurs fois la RDC dans cet exercice sans succès plusieurs fois. Et il n'y avait pas de résultats concrets parce que l'approche qui avait été adoptée à l'époque était une approche tout technique. Or, la technique ne marche pas sans un minimum de conscience et de morale. Et cette conscientisation morale ne peut résulter en réalité que d'un vrai dialogue entre différents acteurs, les dirigeants, les fonctionnaires eux-mêmes et les citoyens. Face à une administration qui était en train d'agoniser, nous avions livré une bataille thérapeutique. Nous avons essayé de tout faire pour maîtriser les effectifs et la masse salariale. Nous avons tout fait pour essayer de fluidifier la retraite et de rajeunir qualitativement l'administration publique. Nous avons aussi agi pour dématérialiser par l'entremise de la numérisation. Et là, je voudrais remercier la Banque mondiale parce que c'est grâce aux valises biométriques qui avaient été mises à notre disposition pour nombre de 100. Ces valises biométriques avec une capacité énergétique qui conservait de l'énergie même dans les endroits les plus reculés ont permis à ce que nous puissions parcourir un État qui est vaste géographiquement, 80 fois plus grand que la Belgique, 5 fois plus grand que la France, et puis mettre en place une politique de sécurité sociale qui soit digne de ce nom en prenant en compte toutes les composantes du secteur public, les enseignants, le médecin, le secteur de la santé, les policiers, les militaires et toutes les autres administrations, féminiser l'administration publique, à la place de la femme, et puis surtout améliorer la qualité de ces services publics. La réforme qui m'a beaucoup marqué, c'est ces cartes numériques qui permettent aux fonctionnaires de mieux s'identifier. Et c'est un élément qui est important. Je crois que c'est une innovation qui doit pouvoir servir de modèle pour tous les continents. I have joined this forum and I'm thankful to World Bank for inviting me here. On the forum, I have participated in the panel discussion and I have just learned so much from the Congo minister and the other panelists as well. And I think it is a great opportunity to learn from each other for the coalitions, for the coordinations, and especially from the developing countries to make some collaborations with the developing countries as well. Et enfin, un navire porte-container MSC Haïti 2 d'une longueur de 185 mètres et une largeur de 29 mètres de type inland naviguant sous le pavillon du Libéria a accosté ce mercredi 17 septembre 2025 sur le port de Banana dans la province du Congo central en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba, qui a effectué une visite d'inspection de ce port de Matadi. Regardez. La visite du ministre Jean-Pierre Bemba
avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation des quais entrepris d'une part par l'ONATRA et d'autre part par la société Matadi Corridor Terminaux à conteneurs. À cette occasion, le vice-premier ministre était accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, des autorités provinciales, des responsables de l'ONATRA, dont le DG Martin Lukusa, ainsi que des représentants de la société MCTC. Étaient également présents des représentants de plusieurs structures sous tutelle du ministère des Transports, notamment la Congolaise des Voies Maritimes. Le port de Banana est un projet de construction d'un port en eau profonde en République démocratique du Congo visant à doter le pays d'une infrastructure logistique moderne, à stimuler son économie et à réduire sa dépendance vis-à-vis des ports voisins pour le commerce international. Il est situé sur la pointe de Banana dans la province du Congo central au bord de l'océan Atlantique. L'objectif est d'accueillir des grands porte-conteneurs, de maximiser les exportations congolaises et de favoriser la création d'emplois. Ce port va réduire la dépendance d'autant plus que la RDC dépend actuellement des ports voisins comme Pointe-Noire, Dar es Salaam, Lobito pour ses échanges internationaux. Le port de Banana vise à remédier à cela tout en offrant un accès direct aux navires internationaux. Il va moderniser la logistique pour l'État congolais. Par ailleurs, une simulation d'accostage d'un porte-conteneur a été réalisée avec succès. C'est grâce à l'arrivée du navire MSC Haïti 2, démontrant ainsi les avancées significatives accomplies dans la réhabilitation des quais d'accostage. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.